Bonjour tout le monde, mon nom est Caroline Larrivée, je suis la directrice de la programmation scientifique ici chez Ouranos et ça me fait vraiment plaisir aujourd'hui de présenter le conférencier qui est en fait le récipiendaire de la Bourse Réal d'Écosse. Donc, Simon Turcotte va présenter aujourd'hui. Il est candidat au doctorat en études urbaines au Centre Urbanisation, Culture et Société de l'INRS. Il est titulaire d'une maîtrise en sciences géographiques de l'Université Laval et ses intérêts de recherche portent sur la vulnérabilité des populations face aux aléas climatiques, notamment il s'intéresse à la spatialisation des inégalités sociales et à la géographie critique. Il participe également aux travaux de la chaire interdisciplinaire sur la santé et les services sociaux pour les populations rurales. Sinon, on y va pour la présentation, un 45 minutes environ, puis on prendra les questions après, puis je reste disponible s'il y a à vérifier le temps restant pour la présentation. Donc, merci beaucoup, Simon, je vous laisse aller. Ouais, ben, la bio, c'était pas mal ça. Je peux ajouter que j'ai fait aussi mon bac en géographie, mais que c'était un retour aux études que j'ai fait suite à 15 années de travail en génie civil. Fait que ça ajoute aussi à mes connaissances sur les îlots de chaleur et l'aménagement urbain. Fait que ça me fait vraiment plaisir de vous présenter mon projet de thèse. C'est vraiment une fierté pour moi d'avoir été retenu pour la bourse Réal d'Acos avec Ouranos et les fonds de recherche en nature et technologie. C'est vraiment une grosse fierté, mais c'est aussi, ça m'amène aussi une belle reconnaissance, et que j'étais vraiment très content. Alors, mon projet de thèse s'intitule L'analyse des actions municipales prises pour lutter contre les effets des vagues de chaleur sur les personnes vulnérables résidentes des îlots de chaleur locaux. Étant donné que mon projet est encore qu'à son début, j'ai terminé mon examen de synthèse au début du mois de janvier. Ce que je vais vous présenter, en fait, ça repose essentiellement sur ma revue de littérature et je vais aborder l'ensemble des grands thèmes de mon projet. Mon objectif, c'est aussi de laisser du temps pour les questions à la fin. Donc, je vais essayer de faire ça quand même assez rondement. Alors, je vais Salut tout le monde, commencer. merci. Ah, pardon. Donc, je vais commencer par une petite mise en contexte. Je vais vous parler du concept de vague de chaleur et d'îlot de chaleur urbain. Ensuite, je vais vous entretenir sur le concept de vulnérabilité, puis les actions municipales. Ensuite de ça, je vais vous présenter ma question et mes objectifs de recherche et un peu de ma méthodologie que je veux appliquer pour répondre à mes questions. Donc, le GIEC a montré en 2014 que la température va continuer à augmenter, même si on limite les émissions de GES de façon draconienne, ce qui vraiment ne sera pas le cas, d'après ce que je peux voir. Cela aura entre autres comme répercussion d'entraîner une augmentation du nombre de vagues de chaleur et principalement dans les territoires du Nord, comme au Canada ou dans les pays scandinaves, par exemple. C'est d'ailleurs ce que montrait l'analyse effectuée en 2015 à Montréal, où l'on constate une augmentation du nombre de vagues de chaleur estimées selon différents scénarios du GIEC. Une vague de chaleur ou une période de chaleur extrême ou accablante décrit une période où les conditions atmosphériques sont anormalement chaudes et difficiles à supporter pour un humain. Par conséquent, ces paramètres de mesure, l'intensité, sa durée et sa fréquence observable, dépendent du niveau d'acclimatation de la population. Les recherches ont montré comment le corps humain réagit à la chaleur sur un horizon d'environ 3 jours en ajustant notre production de sueur, par exemple. Mais aussi, on peut percevoir l'adaptation sur le long terme par la façon qu'on peut s'habiller différemment à l'automne ou au printemps, par exemple, alors qu'on subit les mêmes températures. Si les seuils d'intensité d'une vague de chaleur sont déterminés selon le niveau d'acclimatation de la population,
Les facteurs qui influencent cette montée soudaine de la température dans une région prennent source dans les conditions naturelles, donc le soleil, les nuages, le vent surtout, et l'humidité et le relief du territoire, mais aussi dans certaines sources anthropiques comme les machineries industrielles et commerciales, les rejets reliés au transport et aussi dans une moindre mesure les climatiseurs. Les vagues de chaleur représentent un danger pour la santé des populations et on constate qu'elles préoccupent de plus en plus les villes et les gouvernements à travers le monde, et en particulier dans les pays où les populations sont généralement peu adaptées à ce phénomène, comme ici par exemple. En plus des effets sur la santé, les vagues de chaleur peuvent avoir des effets sur les écosystèmes urbains, comme sur la demande énergétique, la consommation d'eau, impacter la fonctionnalité des infrastructures urbaines et l'économie d'une région. D'ailleurs, une étude de WEP en 2017 a estimé que 153 milliards d'heures de travail ont été perdues dans le monde en 2017 en raison de la chaleur extrême. Et une autre étude de Zander a montré que l'augmentation de la chaleur devrait réduire la productivité économique mondiale de 20 pendant les mois chauds d'ici 2050. OK. Les facteurs qu'on a vus jusqu'à maintenant décrivent les vagues de chaleur de façon générale. Celles qui sont détectées en se servant des données colligées par les stations météo qui opèrent à l'échelle aussi régionale. Toutefois, on sait que la température est systématiquement plus chaude dans les villes. En fait, on connaît ce phénomène depuis le 18e siècle, mais ça a été décrit scientifiquement au 19e par des météorologues allemands, Schmidt et Pepler, puis Berg et Metzler sous le nom d'îlot de chaleur urbain. C'est un mot en allemand, mais ça voulait dire îlot de chaleur urbain. Ensuite, Oak, qui est un auteur très important en climatologie urbaine, il a peaufiné les explications proposées en faisant entre autres la distinction entre l'îlot de chaleur urbain et l'îlot de chaleur local. En fait, Oak montre comment les caractéristiques environnementales de la ville réchauffent deux couches d'atmosphère distinctes reliées à la ville. La figure qu'on voit ici, elle montre que la couche urbaine, le Urban Boundary Layer, qu'on voit en jaune, réfère au phénomène d'emprisonnement de l'air chaud au-dessus de la ville se manifestant sous la forme d'une plume en raison des vents dominants de la région. Donc, ça, c'est le principe de l'îlot de chaleur urbain qui explique le fait que c'est toujours plus chaud en ville. La deuxième couche, celle de l'îlot de chaleur local, en rouge, se situe à l'intérieur de la canopie urbaine, le Urban Canopy Layer, pardon. Il réfère à l'air emprisonné entre le sol et le dessus des bâtiments. Cette accumulation de chaleur est facilement observable par les creux et les pointes thermiques dans la ville. En fait, souvent, ce qu'on entend parler par les creux, ce sont les îlots de fraîcheur, mais en fait, on devrait plutôt dire que c'est des zones moins chaudes, même si ce n'est pas très bon pour le point de vue communication. Je vais prendre un peu d'eau. Donc, pour revenir à mon petit schéma, on remarque qu'en plus des conditions naturelles et des sources anthropiques qu'on a vu tantôt, les paramètres des vagues de chaleur, l'intensité, la durée et la fréquence sont exacerbés par le phénomène d'îlot de chaleur en ville, en particulier en raison de la géométrie des axes de transport et des bâtiments qui modifient la trajectoire du vent, ce qui explique entre autres la temporalité du phénomène, ce qui a pour effet d'améliorer ou de détériorer l'évacuation de la chaleur en ville. Il y a aussi la densité urbaine qui va avoir une influence, le taux de construction et le type de matériaux qui vont favoriser l'accumulation de la chaleur. Donc, par conséquent, les îlots de chaleur représentent des lieux vraiment dangereux pour la santé parce qu'ils exacerbent les paramètres des vagues de chaleur, l'intensité et la durée, si on le comprend bien, mais aussi en fréquence parce qu'ils engendrent des vagues de chaleur locales qui sont difficiles à détecter par les stations météorologiques qui, elles, opèrent à l'échelle régionale. Alors, on comprend que les personnes qui résident dans les îlots de chaleur locaux, ils subissent plus souvent, plus longtemps et plus intensément des vagues de chaleur que leurs concitoyens. Les îlots de chaleur sont des endroits souvent plus minéralisés, généralement très bétonnés, asphaltés,
avec un quadrillage de rues serré la plupart du temps, où l'on retrouve peu de végétation. Bien sûr, l'intensité de ces caractéristiques varie d'une zone à l'autre. Ces zones sont souvent aussi spécifiques à des aménagements urbains de type industriel ou post-industriel, que l'on appelait aussi les quartiers d'ouvriers, ou maintenant, on a tendance à appeler ça les quartiers populaires. Ce sont souvent aussi ce que Angelkowski appelle les LULUs, les Locally Unwanted Land Use, ou en français, on pourrait traduire ça par des terres localement indésirables. En fait, c'est des endroits où les résidents demeurent parce que financièrement, ils n'ont pas trop le choix. Ce qui ne veut pas dire qu'ils ne créent pas un sentiment d'attachement à leur quartier, bien au contraire. Ce que je veux vous dire par là, c'est que les résidents des eaux de chaleur locaux représentent souvent déjà les personnes les plus vulnérables de notre société, et en particulier par rapport à la chaleur. Parce qu'ils sont généralement moins nantis financièrement. Souvent, ils appartiennent à des groupes culturels marginalisés, où ils vivent seuls ou encore isolés socialement. Ce qui peut être assez problématique par rapport à la chaleur, parce que les personnes n'auront pas tendance à aller chercher de l'aide quand ils sont isolés socialement. On retrouve aussi plus de femmes monoparentales dans les îlots et plus de personnes vivant avec une ou des maladies chroniques. Tout ça en plus de subir les vagues de chaleur plus souvent. On constate aussi que les résidents des eaux de chaleur passent systématiquement sous le radar de la plupart des mesures mises en place pour faciliter l'adaptation, parce qu'ils demeurent plus éloignés des mesures tangibles mises en place pendant les vagues ou qu'ils sont repoussés par les mesures d'atténuation. Ça, je vais y revenir un peu plus tard. OK. Ce qui m'amène à un point un peu plus délicat, qui est l'identification des eaux de chaleur. Ça représente quand même une des clés pour une intervention efficace dans la lutte aux vagues de chaleur. Il y a plusieurs méthodes pour y arriver, mais de façon générale, on peut dire que l'idée, c'est de construire une carte thermique qu'on va sûrement capter soit par des capteurs sur un véhicule ou par des capteurs thermiques aéroportés ou par satellite. Et après, ce qu'on va faire avec ces cartes thermiques-là, c'est qu'on va identifier les zones qui sont les plus chaudes. Ça paraît simple, mais ça comporte quand même des défis importants. Le premier, c'est par rapport à l'air, justement la température de l'air, parce que c'est sûr qu'idéalement, si on avait des capteurs qui pouvaient quadriller la température de l'air dans les villes, ça serait vraiment intéressant, mais ça n'existe pas. En fait, je pense qu'ils l'ont déjà fait en Asie, mais je ne crois pas que ça a été refait ailleurs à cause que ça serait juste compliqué à calibrer tous ces capteurs-là et faire la coordination de l'installation, etc. Donc, à défaut, les chercheurs doivent se rabattre sur d'autres options, comme celle que j'ai présentée. Il y a un grand débat sur le sujet parmi les chercheurs, par contre, parce que le débat va s'effectuer entre l'utilisation d'une température de surface ou la température de l'air. Par contre, disons que la température de surface et de l'air convergent assez bien, sauf dans les périodes d'ensoleillement intense, comme on voit ici. Donc, c'est pour ça que la plupart des recherches, on va utiliser les capteurs, la température de la surface. Une autre limite que l'on rencontre fréquemment est celle qu'on ne considère pas la temporalité de l'îlot de chaleur local. C'est-à-dire que, tout dépendant de la direction du vent, on pourrait ne pas distinguer de différence de température entre un îlot et une autre zone, alors qu'à une autre journée, avec un vent différent, on pourrait se retrouver littéralement dans un fourneau. Ce qui fait qu'il est probable que la cartographie qu'on utilise présentement passe à côté de certaines zones problématiques, parce qu'on n'utilise souvent qu'une seule prise de température. Un autre problème survient lorsqu'on utilise un modèle de régression pour prédire la température sur un très grand territoire, comme c'est le cas de la cartographie qu'on utilise présentement au Québec. En fait, puisque les données couvrent tout le territoire urbain québécois et que la majorité de ce territoire se retrouve dans les grandes zones urbaines comme Montréal, Québec, Longueuil, on se retrouve avec ce qui ressemble à un modèle mal ajusté dans les régions, comme on voit ici, par exemple, à Rimouski, où toutes les zones qui ont été aménagées ou minéralisées, on voit qu'ils sont identifiés comme îlots de chaleur.
Finalement, la dernière limite, pour moi, c'est la plus importante aussi, et elle fait aussi un grand débat dans la littérature. En fait, habituellement, on identifie les zones les plus chaudes de la carte thermique comme étant des îlots de chaleur locaux, où on compare les valeurs en ville avec celles des zones rurales. Le problème, en procédant de cette manière, c'est qu'on ne base pas l'identification de l'îlot de chaleur ou la zone de l'îlot de chaleur par rapport à son niveau de dangerosité, comme par exemple par sa propension à générer des vagues de chaleur locales. On le fait plutôt de façon arbitraire, ce qui fait que la marge d'erreur est beaucoup plus grande et on dissipe par le fait même les actions pour les contrer. L'une des solutions préconisées dans la littérature est justement celle qui est utilisée aussi par le système d'alerte qu'on utilise au Québec, le système suprême, qui est planifié en fait sur des études qui associent les épisodes de chaleur à la mortalité. Ce qui m'amène au concept de vulnérabilité. Donc, une autre des clés pour une intervention efficace pour les vagues de chaleur est de bien connaître sa population et en particulier les groupes vulnérables. C'est important de mentionner que ce n'est pas parce qu'une personne habite dans un îlot de chaleur qu'elle est nécessairement vulnérable à la chaleur, aux vagues de chaleur. Elle est en fait plus exposée, mais pas nécessairement vulnérable. De façon générale, il y a un consensus dans la littérature pour décrire la vulnérabilité comme étant des caractéristiques qui prédisposent les populations et leur environnement à subir des préjudices ou des dommages. La recherche en changement climatique, dans la recherche en changement climatique, on va la définir comme la vulnérabilité de n'importe quel système, des groupes, des communautés, des villes ou même d'un pays, comme étant fonction de l'exposition et de la sensibilité du système à des conditions risquées et à l'habilité à s'adapter ou à la capacité à faire face, donc à la capacité d'adaptation du système. De façon générale, on reconnaît que la capacité d'adaptation varie selon le contexte d'une place à l'autre et aussi de façon temporaire. Sa définition varie aussi selon l'objet d'étude. Par exemple, en sciences naturelles, la capacité d'adaptation va plutôt faire référence au développement de caractéristiques génétiques ou comportementales qui permettent aux organismes ou aux systèmes de faire face ou de se transformer pour survivre et se reproduire, ce qui est un peu le principe de Darwin. Dans la discipline des changements climatiques, l'adaptation est considérée comme le degré par lequel les effets des changements climatiques peuvent être atténués ou convertis en effets positifs pour éviter le danger. Et finalement, celle qui m'intéresse particulièrement dans mon projet, c'est celle de l'écologie politique, où on considère que la capacité d'adaptation des ménages est modelée et contrainte par les processus sociaux, politiques et économiques à l'échelle macroscopique. OK, donc on va regarder un peu plus dans le détail comment ils interagissent les concepts. Comme je l'ai montré tantôt, les conséquences d'une vague de chaleur sont, entre autres, fonction de l'exposition à une vague et elle-même dépendante de son intensité et de sa durée. Le graphique montre à quoi peuvent ressembler les fluctuations de température pendant le passage d'une vague de chaleur en zone périphérique ou non aménagée. Je suis désolé pour la qualité de mon graphique, mais il est quand même réaliste par rapport à comment ça se passe. On voit qu'en périphérie, les endroits où les îlots n'ont pas d'effet ou peu d'effet, que la variation de température pendant le passage d'une vague de chaleur ressemble à des journées habituelles, sauf que la température va bien sûr monter plus haute, mais elle redescend la nuit parce que les zones évacuent bien la chaleur et qu'il y a une moins grande présence de matériaux qui accumulent la chaleur. Contrairement à ce qu'on pourrait observer dans un îlot de chaleur local, alors qu'on voit que d'une journée à l'autre, la chaleur va s'accumuler dans la zone. Donc, on va revenir à mon graphique de zone périphérie pour parler de la capacité d'adaptation. On comprend ici que les personnes qui vivent dans ces zones sont moins malmenées par les vagues de chaleur que ceux qui vivent dans les îlots. Quand même, ces personnes doivent mettre en place des mesures pour s'adapter à cet excès de chaleur, comme boire plus d'eau, passer du temps dans une piscine, rester à l'ombre, etc. On les connaît quand même assez bien. C'est ce qu'on appelle des mesures d'adaptation
ou des actions autonomes, puisqu'elles sont mises en place individuellement ou de façon communautaire, et qu'elles dépendent de la capacité de ces personnes ou de ces communautés. Toutefois, si la capacité d'adaptation autonome est généralement suffisante pour les populations vivant en périphérie, ce n'est pas toujours le cas dans les autres zones et en particulier dans les îlots de chaleur locaux, comme on voit ici. C'est à ce niveau qu'interviennent les municipalités afin de limiter les effets sur la santé de leur population. Ce qu'on va appeler des actions planifiées que l'on peut distinguer de deux façons. Premièrement, ils vont agir de façon anticipative par des mesures d'atténuation qui ont pour objectif de faire diminuer les valeurs des paramètres des vagues de chaleur, comme par des mesures de verdissement ou des toitures blanches. Et deuxièmement, de façon réactive, pendant le passage de la vague de chaleur, en améliorant temporairement la capacité d'adaptation des communautés par des actions qui sont planifiées, comme on voit ici. Comme par exemple, ils vont ouvrir des centres de rafraîchissement, ils vont donner accès à aller au parc plus longtemps dans une journée, etc. Toutefois, c'est important de le mentionner que la capacité d'adaptation varie d'un individu à l'autre, d'un groupe à l'autre et même d'un moment à l'autre, puisque, entre autres, la phase de rétablissement après une vague de chaleur va varier selon les individus. Ce qui fait varier aussi, ce qui fait varier ce rétablissement-là, en fait, c'est la capacité d'adaptation. Excusez, je reprends. Ce qui fait varier le rétablissement, la capacité d'adaptation et finalement les effets des vagues de chaleur, ce sont les conditions de vie des populations, ou ce qu'on appelle les facteurs de risque ou de sensibilité dans les études sur la vulnérabilité. Le concept de sensibilité englobe toutes les caractéristiques ou les facteurs de risque qui restreignent ou améliorent la capacité des individus ou des communautés à s'adapter. En général, ceux-ci sont reliés à des caractéristiques de l'état de santé et individuel, comme une mauvaise condition physique, l'obésité, les maladies chroniques, mais en particulier pour les vagues de chaleur, les maladies reliées aux reins. Mais de plus en plus, la science reconnaît également qu'il faut prendre en compte la capacité de payer, le type de travail dans les facteurs de sensibilité. Aussi, on va voir, comme on l'a vu tantôt, une plus grande reconnaissance des facteurs plus macroscopiques dans la littérature en écologie politique, entre autres, en particulier pour les caractéristiques liées au milieu de vie, comme les conditions de travail, l'accessibilité à différentes ressources sociales, communautaires et sanitaires, et à la cohésion sociale, qui est très important parce que ça crée une espèce de tissu d'entraide quand il y a une vague de chaleur qui passe. Finalement, on va voir aussi une plus grande considération des systèmes plus généraux comme l'économie, l'environnement, la politique et l'accès aux technologies aussi. Par contre, ça s'applique un peu moins aux vagues de chaleur. Ces systèmes-là ils vont être moins affectés par les vagues de chaleur que si, par exemple, on compare avec des inondations ou des catastrophes là, comme des grosses tempêtes, etc. Tout ça pour dire que d'évaluer la sensibilité d'une communauté de façon juste et précise, c'est quelque chose de complexe et très dépendant de la disponibilité des données ou des ressources pour les corriger. Il y a plusieurs modèles qui ont été élaborés pour planifier une stratégie de mesure de la vulnérabilité aux aléas climatiques, et en particulier, dans ce cas-ci, aux vagues de chaleur. Un des exemples qu'on connaît bien, c'est celui des géographes Cotter, Boruff et Shirley, qui est particulièrement efficace pour montrer l'effet différencié des mesures d'atténuation, qui sont en jaune, et de l'adaptation en vert. Il y a d'autres modèles aussi qui existent plus simples, comme celui que nous avons vu préalablement, qui ressemble beaucoup à celui tiré de l'article très connu de Hadjar, Hadjar 2006, et aussi des économistes Anderson et Burton en 1995 et en 1993. Il y en a des plus compliqués, comme celui de Lange, qui, lui, intègre le concept de résilience. Je n'irai pas là-dedans aujourd'hui. Et aussi, bien sûr, celui du GIEC. Mais mon objectif, ce n'est pas de vous expliquer de long en large quels sont les avantages et les inconvénients de chaque modèle. Au pire, on peut en discuter aussi pendant la période de questions.
L'idée, c'est plutôt d'insister sur le fait qu'il y a beaucoup de modèles théoriques de la vulnérabilité, mais que peu décrivent les liens complexes entre la vulnérabilité, c'est-à-dire les effets sur la santé des populations, et les infrastructures des milieux de vie et les facteurs sociaux pendant un épisode de chaleur extrême, des facteurs qui sont quand même reconnus dans la littérature. Heureusement, ces liens sont bien connus dans le secteur de la santé, et particulièrement au Québec, puisque le réseau de la santé mobilise le cadre conceptuel de la santé et de ses déterminants afin de montrer comment les conditions de vie influencent l'état de santé de la population. Il semble particulièrement pertinent à utiliser dans le cadre d'études touchant le Québec, puisqu'il est déjà mobilisé dans la pratique. Donc, c'est de façon très prudente, je vous dirais, parce que ça n'a pas encore été révisé par les pairs, que je propose un modèle de mesure de la vulnérabilité dans le cadre de mon projet de thèse, au lieu d'en utiliser un qui est déjà formaté dans la littérature. En fait, comme vous allez pouvoir le constater, je n'invente rien. Le cadre reprend quand même les mêmes facteurs que j'ai déjà présentés, l'exposition, la capacité d'adaptation, la sensibilité, mais je les fais éclater pour mieux représenter les interactions que j'ai décrites et mieux établir le lien avec les vagues de chaleur en ville, parce qu'il n'y a pas vraiment de, à moins que je me trompe, mais d'après ce que j'ai vu jusqu'à maintenant, il n'y a pas vraiment de modèles qui sont vraiment spécifiques aux vagues de chaleur en ville. Donc, mon modèle montre que la vulnérabilité collective aux vagues de chaleur en ville, qui est montrée en orange, est fonction de l'exposition aux vagues de chaleur en rouge, elle-même grandement influencée par le phénomène d'îlot de chaleur. De la sensibilité que j'ai référée aux conditions de vie en vert pour mieux décrire l'ensemble des déterminants de la santé, et à la capacité d'adaptation que j'ai divisée en mesures autonomes en jaune et planifiées en bleu, avec les mesures d'atténuation et ceux pour faciliter l'adaptation qui proviennent et qui sont surtout coordonnées par les actions municipales. OK. Ça demeure quand même un gros défi de mesurer la vulnérabilité. La disponibilité des données représente un problème, surtout avec le cadre que j'ai construit parce qu'il y a beaucoup de concepts que je dois mesurer. Il y a aussi le fait que les mesures ne sont pas reliées à des seuils de dangerosité. Par exemple, on sait que les personnes vivant avec une maladie chronique sont vulnérables, mais à partir de combien de personnes ça peut devenir problématique, ça, on ne le sait pas et ça dépend surtout de chaque contexte. En plus, il y a le problème de la mesure de la vulnérabilité que l'on calcule, qui est déterminé par les indicateurs que l'on a choisis. Alors, on comprend que le choix de ces indicateurs est très délicat parce qu'il influence directement le résultat ainsi que les actions qui seront prises sur le terrain. Par exemple, Adger, en 2006, faisait remarquer que les actions prises pour lutter contre la vulnérabilité sont généralement axées sur la promotion de mesures individuelles plutôt que collectives, puisqu'elles ne sont pas généralement prises en compte dans les modèles. Finalement, un autre des points importants à considérer est le fait que si on mesure l'effet des actions municipales planifiées dans notre modèle, on se retrouve à créer une mesure qui montre les endroits où ces actions sont moins efficaces au lieu de dénicher les zones où les personnes sont vulnérables. Ce n'est pas grave si on cherche à ajuster le développement de ces ressources, mais ça l'est si on cherche à identifier les personnes vulnérables, comme dans mon cas. OK. Le dernier point, ça va être les enjeux de l'action municipale. Donc, je vais aborder la réaction des villes pour contrer les effets de chaleur, les actions et en fait les actions municipales planifiées. L'un des éléments importants est comment s'organise cette mise en action dans les villes. Mise et ses collaborateurs en 2014 ont défini la gouvernance des vagues de chaleur par des actions pour lutter contre la chaleur comme un ensemble de réseaux et d'acteurs publics privés qui délibèrent et prennent des décisions sur la résilience à la chaleur. L'un des faits saillants de ma revue est que les prises de décision sont presque toujours effectuées en silo. Cela revient dans plusieurs articles consultés, en particulier dans celles s'intéressant au contexte des villes nord-américaines et européennes. Ça correspond aussi à ce que j'ai vu et entendu sur le terrain. Le travail en silo est particulièrement problématique pour la lutte aux vagues de chaleur parce que c'est un phénomène qui se déploie simultanément à différentes échelles
de la conception des microclimats, par exemple, à la planification des quartiers, des villes et même des régions plus larges. Les auteurs que j'ai consultés identifient cette problématique comme étant l'obstacle le plus important de la lutte aux vagues de chaleur, allant jusqu'à avancer qu'il n'y a souvent pas de personnes ou de départements responsables de cette lutte dans les villes. Plusieurs auteurs notent également que les villes sont limitées par les ressources disponibles, qu'entre autres, ils doivent jongler avec de nombreux enjeux, dont les dynamiques économiques et politiques, l'amélioration des conditions de vie, la gestion des services publics, l'aménagement du territoire et la prévention des autres aléas climatiques. Des problèmes souvent jugés plus prioritaires que les vagues de chaleur. Malkor et ses collaborateurs notent qu'en Allemagne, les principales priorités de la politique urbaine sont le développement du marché foncier et la facilitation des investissements. C'est quelque chose qui, pour moi, ça résonne avec ce que je vois au Québec et aussi, surtout dans la littérature en géographie critique. Surtout quand, par exemple, on pense à David Harvey, qui avance que ce sont les dynamiques économiques, la volatilité des investissements, la concurrence internationale, mais aussi la concurrence aussi au niveau régional, qui fait en sorte que les villes doivent déployer beaucoup de ressources pour conserver leur offre de services, la qualité de vie de leurs citoyens en général. Malheureusement, c'est souvent les plus vulnérables qui vont en payer le prix. Donc, pour revenir à nos moutons, un autre point important à mentionner pour la gouvernance est la complexité de la problématique des vagues de chaleur et des îlots de chaleur locaux. On s'entend que la formation des aménagistes qui vont planifier ces actions-là est très large parce qu'ils n'ont pas juste les vagues de chaleur à s'occuper. Ce qui fait en sorte que souvent, on va constater que les aménagistes vont appliquer des mesures mur à mur sur leur territoire au lieu de les appliquer de façon précise. Ce qui n'est pas évident non plus pour eux, c'est qu'il y a de nombreuses stratégies différentes qui pourraient être incluses dans les plans d'intervention pour atténuer les vagues de chaleur et aussi les îlots de chaleur locaux et de soutenir la capacité d'adaptation. La difficulté est de choisir parmi autant d'opportunités, surtout que l'efficacité des différentes stratégies continue à être débattue. Parmi les stratégies les plus utilisées par les villes au Québec, on note un large éventail de propositions de mesures individuelles comme l'accès prolongé à des bâtiments climatisés, aux piscines publiques et parcs. Malheureusement, ces propositions atteignent rarement les personnes vulnérables parce qu'elles ont un accès, disons, plus difficile à ces installations. On note également qu'il y a peu d'actions visant le soutien collectif pendant le passage d'une vague de chaleur, alors que c'est quand même reconnu dans la littérature. En fait, il y a des mesures qui existent pour améliorer la cohésion sociale en d'autres temps au moment des vagues de chaleur. Et en fait, ils ne sont pas publicisés ou ce n'est pas leur objectif pour contrer les effets des vagues de chaleur qui est annoncé. Elles ne sont pas associées à cette lutte. Voilà. Plusieurs auteurs ont constaté aussi en Amérique du Nord la très grande importance accordée aux mesures de verdissement dans la lutte aux îlots de chaleur locaux. Et il y a aussi, dans une moindre mesure, on voit apparaître également des projets de gestion d'eau pluviale, la révision des normes pour l'utilisation des matériaux, qui réfléchit mieux l'énergie. Mais on s'entend que le verdissement, c'est l'option numéro 1. Pourtant, l'effet des mesures de verdissement est loin d'être faire consensus dans la littérature. En fait, selon le type d'installation, l'ampleur et l'endroit, l'effet d'abaissement de la température ne dépasserait pas les 3 degrés Celsius et sur un rayon de 50 à 100 mètres seulement. Alors qu'on sait qu'un îlot de chaleur local peut entraîner une augmentation de plus de 10 degrés Celsius à certains endroits. On a même vu plus que ça. Et c'est logique, en fait, parce que ça va prendre beaucoup de végétation pour contrer la masse importante de bâtiments, trottoirs, asphalte et autres éléments qui accumulent la chaleur en ville. Comme par exemple, on le voit ici, c'est la carte de Manhattan que j'ai mis. On voit en fait que le Central Park a un faible rayonnement, la fraîcheur de Central Park a un faible rayonnement à proximité, pourtant que c'est quand même une grosse zone végétalisée. En plus, on sait que le soutien financier au projet de végétalisation est souvent à court terme pour l'installation, alors que de nombreuses études ont montré que ces stratégies nécessitent un soutien à long terme, ce qui en fait diminue leur efficacité.
Donc, la question se pose, pourquoi les villes mettent-ils autant d'efforts sur le verdissement si cela a très peu d'effet sur les eaux de chaleur, malgré le fait qu'ils utilisent ces arguments pour justifier l'installation de ces projets? Certains auteurs en études urbaines avancent que la réponse se retrouve dans deux éléments reliés au mode de gouvernance que j'ai avancé plus tôt. Premièrement, dans la manière qu'on appréhende les vagues de chaleur comme une situation d'urgence plutôt qu'une source de stress chronique, qui fait en sorte qu'on ne gère pas les problèmes sociaux qui y sont liés. Le fait que le travail s'effectue en silo ne serait pas étranger à ce constat. Puis, du fait que les villes doivent jongler avec plusieurs enjeux avec des ressources limitées, fait en sorte qu'ils priorisent des solutions qui vont rencontrer plusieurs objectifs. Comme par exemple, on sait que les mesures de verdissement ont des effets bénéfiques sur la santé, qu'elles participent aux efforts de réduction de gaz à effet de serre et qu'elles ont le potentiel de promouvoir la santé publique puisqu'elles favorisent la pratique du sport, un air moins pollué. En fait, ça agit sur les vagues de chaleur quand même, le verdissement. Il ne faut pas virer fou avec ça. Mais ça agit plutôt sur la capacité d'adaptation. Ça va augmenter la capacité d'adaptation des gens et au lieu de plutôt réduire la température. Mais on sait aussi que les dirigeants municipaux conçoivent de plus en plus le verdissement urbain comme un moyen de transformer les espaces désindustrialisés en lieux propices à la croissance urbaine, à l'investissement et au retour des classes moyennes en ville. En fait, des études ont montré que le verdissement représente un des éléments clés d'un retour en ville pour la plupart des ménages bien nantis vivant en périphérie. En fait, c'est ce que le monde veut en ville, plus de verdissement. Quoique ça reste encore à voir avec la pandémie, il y a de moins en moins de monde qui veulent revenir en ville. Il y a une étude de Morawet et Cole en 2017 qui constate que 92% des répondants d'une enquête à Vienne préféraient l'ajout d'arbres supplémentaires à d'autres options potentielles comme l'installation de fontaines d'eau à proximité de leur lieu de résidence pour lutter contre les vagues de chaleur. C'est quand même étonnant. Le problème avec l'importance qu'ont pris l'implantation des projets de verdissement sans mesure de protection sociale efficace, c'est qu'ils génèrent de la gentrification, aussi qu'on pourrait appeler gentrification verte, écologique ou environnementale. Cette préoccupation a reçu des preuves empiriques au cours des dernières années. Il a par exemple été constaté dans les projets environnementaux, les questions liées à la structuration du social sont souvent négligées, ignorant ainsi les préoccupations concernant le logement social et l'augmentation des impôts fonciers qui, en fait compte, conduit au déplacement des commerces traditionnels des quartiers et sont suivis par les communautés à faible revenu qu'ils desservent. Et c'est dans ce sens-là qu'en fait, que les mesures de végétalisation peuvent conduire à produire une plus grande inégalité et qu'au final, les projets de verdissement qu'on vend comme un moyen d'aider les personnes vulnérables manquent leur cible. Bien sûr, il y a des solutions, mais il n'y a rien de facile pour contrer la gentrification et accélérer le verdissement. Par exemple, le Just Green Enough, qui pourrait être traduit par le juste assez vert, en fait, c'est Walsh et ses collaborateurs, et Curran et Hamilton qui ont parlé de ça, qui ont constaté que certains résidents et propriétaires d'entreprises consultées approuvent cette stratégie que l'on pourrait être un processus qui vise surtout l'ajout de verdure sans embourgeoisement ni déplacement qui s'effectue surtout par la consultation démocratique des citoyens. Il y a aussi le fait de favoriser la cohésion sociale des milieux de vie en favorisant les commerces de proximité, la marchabilité des quartiers, le sentiment de sécurité. Un point qui est particulièrement important, c'est que les mesures, quelles qu'elles soient, devraient toujours faire l'objet de consultations démocratiques parce qu'on en sait très peu sur les effets pervers de ces mesures. C'est tout l'intérêt de faire la recherche que je veux faire parce que ça va me permettre d'aller sur le terrain et de documenter les effets des vagues de chaleur directement chez les résidents des îlots de chaleur locaux. Alors là, je serais rendu, ça a été un peu plus long que je pensais, je serais rendu à parler de mon projet en tant que tel. Je ne sais pas si je continue ou bien si on y va avec Oui, les absolument. questions. Oui, non, on peut y aller. Peut-être encore une dizaine de minutes. Bien, je vais
je vais le faire vraiment vite. Oui, ça marche. Donc, la question de recherche, c'est dans quelle mesure les actions municipales prises pour lutter contre les effets des vagues de chaleur sur la population sont-elles appropriées pour les personnes vulnérables résidentes des îlots de chaleur locaux? Alors, je vais revenir à mon... Je vais juste tasser la petite caméra. Mon cadre que j'ai présenté tantôt. Donc, pour répondre à mes questions, j'ai décliné ça en 3 objectifs qui vont être, premièrement, d'améliorer les méthodes d'identification des îlots de chaleur locaux et des personnes vulnérables aux vagues de chaleur. En 1A, les îlots de chaleur. En 1B, les cartographies des personnes vulnérables. Puis on voit que je n'ai pas encadré les actions municipales parce que mon objectif, comme je le disais tantôt, ça va être vraiment de dénicher les personnes qui sont vulnérables. Puis, en 2, de documenter les actions municipales planifiées pour la lutte aux vagues de chaleur. Le défi, ça va être de documenter les actions qui sont attribuées à la lutte aux vagues de chaleur, mais aussi de regarder qu'est-ce qui se fait pour la cohésion sociale, dans les mesures sociales pour améliorer le soutien communautaire. Et 3, ça va être d'analyser les effets des actions municipales sur la vulnérabilité collective dans les îlots de chaleur locaux, ce qui va englober tout mon cadre que j'ai présenté. En fait, ce que je vais faire, c'est des entrevues directement avec les résidents des îlots de chaleur qui ont vécu ou non des mesures d'atténuation. Et ça va me permettre d'analyser les effets de ces actions municipales-là sur les conditions de vie des résidents. Finalement, ce que je pourrais vous dire rapidement, c'est que mon objectif, c'était aussi de décentraliser la recherche parce qu'il y a beaucoup de recherche au Québec qui est faite à Montréal. Ça correspond aussi à ce qu'on voit dans la littérature en général, que la plupart de toutes les grandes villes au monde ont leur étude sur les îlots de chaleur. Donc, je vais faire ma recherche dans la ville de Québec et je l'ai sélectionné, cette ville-là, plutôt qu'un autre, entre autres parce que, en raison de caractéristiques populationnelles, de la raison de leur aménagement de leur territoire, donc il y a des îlots de chaleur où il y a aussi des populations vulnérables, et aussi il y a une volonté de cette municipalité-là d'atténuer les vagues de chaleur, de favoriser l'adaptation. C'est pas mal ça. Voilà, j'arrêterai là. Merci beaucoup pour la présentation. Je retiens que ce n'est pas tant le fait de remettre en question la pertinence du verdissement, mais bien de dire que ça ne suffit pas, en fait, qu'il faut agir aussi sur les conditions qui rendent les gens plus vulnérables et faire attention parce que ça peut générer des effets collatéraux non souhaitables, accroître les inégalités. Merci beaucoup. La présentation, elle était super claire. J'ouvrirai à ce stade-ci à des questions, des commentaires de la part des gens, des participants. Vous pouvez ouvrir votre caméra, lever votre main ou simplement faire signe. Si vous avez des questions, vous pouvez aussi inclure dans la zone de chat. Donc, je ne sais pas s'il y en a qui ont des questions à ce stade-ci. Je vais commencer avec David Huard et ensuite Caroline Bergevin. Bonjour, M. Turcotte, c'est une excellente présentation, merci beaucoup. Ma question pour vous, c'est si je suis un maire d'une ville au Québec, à quel point c'est facile pour moi de trouver une carte d'îlot de chaleur et de m'en servir pour prendre des décisions d'aménagement? En fait, il y a une carte qui existe, ils ont cartographié à la grandeur du Québec les îlots de chaleur, mais comme j'ai expliqué dans ma présentation, la méthode utilisée a rencontré certaines limites que j'entends essayer de régler le mieux que je peux. En fait, ça va se faire dans les prochaines semaines. C'est la prochaine étape que je veux réaliser. C'est une méthode que j'ai développée. Ça fait environ 4 ans que je travaille là-dessus en collaboration avec mon co-directeur, M. Éric Gilbert de l'Université Laval. Et c'est ça, les résultats vont sortir quand même assez rapidement, puis il y a un article qui va suivre. Mais en attendant, bien sûr, il y a la carte qui a été faite par le CERFO, là, qui quand même représente bien les îlots de chaleur au Québec, qui est disponible facilement sur Internet. Je pourrais mettre le lien
si vous voulez. Merci beaucoup. Merci pour la réponse. Puis merci aussi de faire allusion à plusieurs des outils qui ont été déjà développés et publiés. Là, j'ai vu dans la présentation que vous avez montré, entre autres, plusieurs outils qui sont publiés par l'INSPQ. Donc, effectivement, il y a quand même pas mal de travaux qui ont été faits à ce sujet. J'irai vers Caroline Bergevin de l'ENOP. Oui, merci beaucoup. Donc, merci beaucoup pour la présentation. C'était super intéressant. Je me demandais en fait, parce que je vois un peu pas une incohérence, mais au niveau là, des rejets d'air climatisé, on voit que c'est une cause qui crée plus d'îlots de chaleur. Vous me corrigerez si ce n'est pas le cas. Donc, je me demandais, est-ce qu'il y a des mesures qui existent présentement pour pallier l'aspect négatif de ces rejets-là sur les îlots de chaleur, ou est-ce qu'il y a d'autres solutions qu'on pourrait penser, par exemple, que vous auriez peut-être vu dans la littérature? Oui, effectivement, les rejets des climatiseurs ont une influence sur l'intensité de l'îlot de chaleur. Moins que, par exemple, le vent ou l'aménagement du territoire, on s'entend, là, c'est clair. Qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça? C'est que, en fait, ce qui me préoccupe surtout par les climatiseurs, c'est que souvent on entend dire que ça serait facile de corriger la situation, on a juste à fournir des climatiseurs à tout le monde. Mais en fait, le problème, c'est que souvent les personnes vulnérables, ils ont, un, pas les moyens de s'en procurer, et deux, aussi pas les moyens de les faire fonctionner. Et trois, ben, on se connaît les effets que ça a sur le territoire, entre autres par rapport aux îlots de chaleur. Donc, oui, dans un monde idéal, on n'utiliserait pas la climatisation, on utiliserait plutôt des aménagements qui favorisent la ventilation naturelle. Ce n'est pas une mince tâche. On va favoriser aussi ce que je vois dans la littérature, c'est comme je disais tantôt dans ma présentation, c'est de favoriser la cohésion sociale. On a vu, en fait, il y a une super étude qui a été faite par Klinenberg sur la grosse vague de chaleur qui a eu lieu en 1995 à Chicago. Lui, il a réussi à montrer que, en comparant deux communautés qui étaient sensiblement les mêmes caractéristiques, il y a une communauté qui avait été très affectée par les vagues de chaleur et l'autre qui a pas été beaucoup moins affectée par la vague de chaleur. Et la différence notable qu'ils voyaient entre ces deux communautés-là, c'était la cohésion sociale. En fait, la communauté qui a été moins affectée avait une belle rue commerçante, c'est sûr dans la mesure des moyens qu'ils avaient. Mais il y avait des gros liens dans la communauté qui font en sorte que ces personnes-là se supportaient entre eux. Ils s'aidaient à affronter la vague de chaleur. Ils ont même ouvert des bornes fontaines pour rafraîchir, ce qui a eu des grosses répercussions sur l'ensemble de la ville parce que ça a fait diminuer la pression d'eau partout. Mais bon, c'est ça. Donc, travailler sur la cohésion sociale, travailler sur, oui, le verdissement, mais de façon vraiment démocratique, d'aller consulter les gens, qu'est-ce qu'ils ont besoin. Je pense que c'est la clé vers laquelle on devrait tendre pour régler ce problème-là. Là, je suis vraiment parti là, parce qu'on était censé juste parler des climatiseurs, mais bon, c'est ça. C'est bon, merci. J'ai d'autres questions. Je vais juste peut-être demander à David et Caroline si vous avez plus de questions de baisser votre main. Pour les autres, n'hésitez pas à ouvrir votre caméra. C'est toujours plus intéressant à parler qu'à une petite boîte noire. J'irai avec Jeanne Camiran et ensuite la prochaine personne, Anne, je crois. Allô, merci beaucoup. Je me demandais si vous pouviez en dire un peu plus sur l'impact du verdissement sur la gentrification, puis comment une ville, une municipalité pourrait verdir, essayer de réduire disons, la vulnérabilité de certaines populations et éviter de causer de la gentrification. Ce serait quoi, mettons, quelques solutions? Oui, bien en fait, ce que je vois dans la littérature, puis c'est ce que je vais essayer aussi de confirmer dans mon projet, c'est que le verdissement a un effet
Ça repousse en fait les gens vulnérables parce que ça devient un lieu désirable, en guillemets, là, à rester. Ça a un effet sur le foncier, la valeur du foncier. Et en fait, ça commence toujours doucement. C'est les... en fait, ça va commencer par des personnes qui vont s'installer. Ensuite, les commerces vont s'adapter. Là, ce que je voulais dire tantôt quand je parlais d'attachement de ces personnes-là à leur lieu, ben, en fait, le lieu change par rapport à ce qu'ils étaient habitués de voir. Et finalement, ben, ils ont soit juste plus les moyens ou plus le goût de rester à ces endroits-là, puis ça les repousse. Donc, parmi les solutions, ben, moi, ce que je vois, ce que j'ai lu, c'est que c'est vraiment d'insister, sur l'aspect très démocratique des consultations avant même d'établir un projet de verdissement, c'est d'aller parler aux citoyens de qu'est-ce qu'ils aimeraient, parce qu'il y a différentes formes de verdissement aussi. On peut créer des lieux éphémères, on peut créer des places centrales avec du verdissement, on peut implanter des arbres aussi dans la ville. Donc, c'est vraiment de discuter avec l'ensemble des personnes, de faire attention aux dynamiques de pouvoir aussi dans ces consultations-là pour donner la parole à tout le monde. Et puis aussi, bien sûr, d'insister, je pense, sur des mécanismes pour protéger les citoyens qui sont les plus vulnérables, comme par exemple par le logement social, qui est capital, et aussi protéger les commerces les commerces que ces personnes-là fréquentent pour garder les commerces de proximité. En fait, il y avait un exemple assez drôle que j'ai lu qui m'a fait réfléchir, c'est que il y a eu un projet qui s'est fait, puis les résidents ont décidé OK, il n'y aura plus de voitures dans le quartier pour faire place à beaucoup de verdissement, puis c'était vraiment intéressant comme projet. Mais finalement, il y avait les personnes vulnérables qui étaient beaucoup dépendantes de leur voiture, entre autres pour le travail. Et ils se retrouvaient qu'il fallait qu'ils marchent 15-20 minutes pour aller voir à leur auto. Puis supposons qu'ils étaient dans le service de livraison, 15-20 minutes quand tu es dans la livraison, juste pour te rendre à l'auto. Puis après ça, faire la livraison, mais ça faisait qu'ils étaient plus concurrentiels. Puis finalement, ça affectait aussi leur travail. C'est que j'ai trouvé ça vraiment intéressant comme anecdote dans cet article-là. Et ça m'a montré encore à quel point c'est important de vraiment donner la parole à tout le monde dans ce genre de projet-là. Voilà. Merci. Effectivement, il y a aussi là, des projets intéressants qui ont été faits là, avec le Centre d'écologie urbaine à Montréal pour impliquer les gens, notamment dans le logement social, pour justement procéder à des projets de verdure pour vraiment aller chercher cette adhésion. Donc, il y en a plein de solutions en fait qui existent. Il faut juste prendre le temps de les faire correctement puis de vraiment impliquer les gens dans des rôles pertinents. J'ai deux autres personnes qui veulent intervenir. Je voudrais juste en profiter pour mentionner que dans le chat, il y a énormément de références là, qui sont en train d'être mentionnées. Donc, on va essayer de les capter, mais pour les gens qui pourraient avoir un intérêt, il y a vraiment énormément de références qui existent. J'irai vers la personne qui a le nom Anne-Merci, avant de passer à Vincent par la suite. Excusez mon identification, André Mercier. Parfait, merci. Alors, je voulais juste poser une question, en tout cas savoir qu'est-ce que vous en pensez, parce qu'on axe beaucoup les interventions sur le verdissement, justement, la déminéralisation, plantation d'arbres. Parfois, ça peut être coûteux. Et vous avez mentionné que les municipalités, des fois, ont peut-être des limites dans les ressources qu'elles ont pour le faire. Et moi, je vois des mesures comme les toits plats, blancs ou pâles, tout au moins les façades sud également. Les municipalités réglementent sur la couleur des revêtements pour un souci d'harmonisation ou d'esthétique et on laisse passer beaucoup la question des toitures. On ne s'en occupe pas. Et les municipalités au Québec sont très rares là, à réglementer là-dessus. Granby exige des toits blancs.
une douzaine d'arrondissements de la ville de Montréal. Gatineau, il est allé pour les toits verts sur certains édifices également. Il y a eu d'opposition de l'industrie de la construction. Alors, ce genre de mesures-là qui m'apparaissent très, très, très faibles comme coût, pourquoi est-ce que ça a une certaine valeur d'aller vers ça? Oui, c'est vrai, c'est une grosse question. En fait, ouais. Ce que je voulais dire en premier, c'est que c'est clair, il n'y a pas de solution facile pour les villes. Ils ont tellement à gérer d'enjeux que c'est compliqué. On pourrait en discuter comme 2 heures de plus, là, puis on n'aurait pas fini. Par rapport au toit blanc, là, je vais essayer de faire très attention, mais il n'y a pas beaucoup d'études qui ont évalué cet impact-là sur les îlots de chaleur. Ce que j'ai lu, d'ailleurs, dernièrement, c'est que oui, ça faisait diminuer la chaleur. Juste le principe climatique fait en sorte que l'énergie est mieux réfléchie et elle s'accumule moins. Par contre, sur les toits, ce que ça fait, c'est que ça va avoir moins d'influence sur l'îlot de chaleur local. Comme je disais, que lui, la température de l'air est vraiment située entre le dessus des bâtiments et le sol, mais ça va avoir une influence sur l'îlot de chaleur urbain de façon générale, c'est-à-dire le fait que systématiquement, la température est plus chaude en ville que dans ses périphéries. Mais clairement, ça serait quelque chose qui serait à vérifier là, dans la recherche pour aller vraiment approfondir ce sujet-là. Donc, beaucoup de mesures qui nécessitent qu'on y creuse davantage avant de prendre pour acquis qui sont aussi efficaces qu'on l'espère. Je vais prendre une dernière question de la part de Vincent Ouellet-Jobin. Oui, merci beaucoup. Vincent Ouellet-Jobin du Centre d'écologie urbaine de Montréal, merci d'avoir mentionné nos projets de dépavage participatif. Ça fait partie de nos grandes préoccupations. En fait, merci d'avoir abordé le sujet de la vulnérabilité et de la gentrification. Je pense que c'est quelque chose qui nous préoccupe beaucoup dans le domaine du verdissement, puis surtout dans tous mes projets. Puis, on commence à travailler avec les municipalités au niveau de cela, au niveau du dépavage participatif. On a un projet pilote là-dessus. On communiquera d'ailleurs à ce sujet-là. Je suis sûr que ça va être super intéressant. Mais moi, ce que je me demande, c'est surtout que, dans le fond, il y a les municipalités, quand ils vont enlever la minéralisation, faire des projets de verdissement, ils ont souvent des objectifs qui sont multiples, des critères qui sont autres, comme la gestion des eaux pluviales, puis la création de milieux de vie qui sont vivants, des lieux où les gens vont pouvoir se réunir en tant que communauté. C'est que je me demandais comment vous alliez être capable d'intégrer ça dans vos analyses pour justement regarder les actions municipales qui ne sont pas juste nécessairement liées aux îlots de chaleur. Oui, ça ne sera pas évident. Je n'ai pas fini de réfléchir à ça, mais c'est clair que je vais me créer un cadre pour essayer de définir toutes les actions qui peuvent être prises qui vont en fait avoir un effet, surtout pour améliorer la capacité d'adaptation. Puis, il va falloir que je sélectionne en fait là-dedans. Mais pour juste revenir à ce que vous disiez avant, quand vous disiez que les villes ont des objectifs multiples, et c'est clair, là, à cause qu'ils ont des ressources limitées, là, comme tous les systèmes ont des ressources limitées, puis ils doivent essayer de remplir le plus d'objectifs possible. Puis entre autres, la gestion des eaux pluviales, oui, ça améliore, ça rajoute de la fraîcheur dans la ville parce que l'eau est plus présente, on accumule l'eau dans les gazons, etc. Mais ça a aussi un avantage pour les villes qui ont, au lieu que l'eau pluviale descende directement dans les conduites, ben, elle reste sur le terrain. Donc, on prolonge la durée de l'utilité du réseau. On n'a pas besoin de grossir les tuyaux pour faire du développement, en fait, là, ou de créer d'autres usines de filtration, etc. Donc, ça a ce double objectif-là aussi, là. C'est ce que je voulais ajouter. Merci. Il est midi, il est midi 1, je vais mettre fin à cette
à ce séminaire. Merci beaucoup à tous les participants. Merci à vous, Simon. On va assurément vous inviter à la fin de votre projet pour venir nous entretenir sur les résultats que vous aurez trouvés. Félicitations encore une fois là, pour la Bourse Réal d'Écosse. C'est vraiment, c'est effectivement, il y a de quoi être fier. C'est une bourse quand même assez prestigieuse. Donc, félicitations. Puis, merci encore à tous les participants. Bonne journée à tous et rendez-vous au prochain séminaire Ouranos. Merci beaucoup.